montrer l'autre. Donc les 20 minutes se transforment en 6 minutes. Non, je coupe rien. Non? Ah bon? Je coupe rien. Quand je dis je fais le montage, c'est que, par exemple, des fois j'ajoute une vue, ou bien des fois je coupe rien, c'est intégral. Ok. On 3, where are we opening on? 3, give me a cue. 3 is not lighted. Tell him it's not lighted. Armando, ok. Bonsoir, nous avons ce soir avec nous Marc Richard, avec Ingrid Richard. Je pense que vous avez le même nom de famille, n'est-ce pas? Donc vous êtes mariés, n'est-ce pas? Qui sont donc partenaires, dont le principal, je pense que c'est Marc Richard, qui s'occupe surtout des caricatures, illustrations, dont il est spécialiste. C'est ça, monsieur Richard? C'est ça, Okay. oui. Et donc votre spécialité, c'est L'illustration. L'illustration. Bande dessinée, cartoon. Nous faisons beaucoup de logos, des brochures et des portraits à la demande, de différentes techniques, huile, aquarelle, encre de Chine. Est-ce que vous avez déjà travaillé par exemple pour, quand vous mentionnez caricature, je pense au canard enchaîné, est-ce que c'est comme ça que... Pas en France, non. J'ai pas. En fait, j'essaye de placer quelques cartoons actuels dans des journaux, c'est très difficile, c'est un marché très saturé. Malheureusement, mais enfin, je ne laisse pas tomber. Il faut juste continuer. Il faut continuer à envoyer des exemplaires, à faire beaucoup de postages, enfin envoyer par mailing, comme on dit en anglais. D'accord. Et c'est un laborieux principe. Enfin, c'est très laborieux comme démarche, mais je crois qu'il ne faut pas laisser tomber. D'accord. Est-ce que, quand on parle de caricature, est-ce que les caricatures sont toujours méchantes? C'est-à-dire, est-ce qu'on essaie toujours de montrer le côté un petit peu... Vous pouvez faire ce que vous voulez avec une caricature. Mon principe, c'est que chaque personne est une caricature en lui-même. Il n'y a pas de. Je trouve qu'avant le portrait, il y a la caricature. Chaque personne a une identité bien spécifique et je crois qu'avant tout, une caricature est le reflet soit d'une personnalité, peut-être par un petit rictus de la bouche. Ouais. La caricature, c'est aussi la démystification du visage classique avec le trait droit ici, les yeux horizontaux, la bouche parfaite. Personne n'est comme ça. Chacun a un œil plus haut que l'autre. Chacun a un rictus, un sourire bien spécifique. Et c'est ça qu'il faut capturer. Ok, mais il y a des caricatures qui sont méchantes et d'autres qui sont plutôt ironiques. Oui. Alors ça, c'est aussi dans le sujet, effectivement. Oui, vous pouvez. D'accord. Vous pouvez accentuer des... Par exemple, Absolument. Si quelqu'un a un gros nez, vous accentuez. Voilà. Bien, quand je me rappelle, c'est surtout le président Carter qu'on avait beaucoup caricaturé avec son grand sourire, avec les grandes dents. Voilà, ça a été fait, oui. Et donc, ça a été très, très exploité comme trait à accentuer le sourire de Jimmy Carter. Mais je sais pas, je pense que aussi Pompidou, je me rappelle, a été beaucoup caricaturé parce qu'il est gros. Et puis c'est un peu une moquerie des gens, c'est ça. C'est ça. Puis Pompidou avait par exemple des sourcils très accentués. Très fort, et je me souviens d'une caricature qui a été faite où les sourcils avaient été transformés par des brosses. Ah d'accord. Carrément des brosses. C'est vraiment pour montrer. Oui, c'est ça. C'est du surréalisme. C'est ça, voilà. C'est aller au-delà de la caricature en fait. Mais et vous allez jusqu'au surréel des fois? Non, je reste relativement dans le portrait. Mon travail dans une caricature, ça serait plutôt d'être le plus près possible des personnes. Ça, c'est mon but. Est-ce que vous êtes aussi un bon photographe? C'est-à-dire, vous aimez bien capturer les expressions des gens? C'est une bonne question. Non, répondre honnêtement à la question, je suis un très mauvais photographe. Mais je crois que dans mes photos, je choisis toujours un sujet tel que je peux prendre. Je crois que je cadre bien mes photos et je prends tout ce qui est nécessaire dans une image. Mais de là à dire que je suis au point de vue technique un bon photographe, non. Non, pas du point de vue technique. Est-ce que vous avez pu capturer dans une photo ce que vous avez pu voir en caricature? Pas dans ce domaine-là, plutôt dans le domaine du portrait en zoom, faire des zooms sur des enfants. Oui, j'obtiens. Est-ce que vous faites aussi du réaliste, c'est-à-dire tel quel?
Absolument, oui. D'accord. Vous pouvez nous montrer peut-être un exemple Oui, de deux? je crois que déjà vous avez le poster que j'ai réalisé pour une... Oui, qu'on a filmé au début. Oui, c'est ça. Et donc ça, c'est une illustration. C'est une illustration. Il n'y a pas de personnage. C'est une illustration réaliste, il n'y a pas de personnage. C'est une commande, parce que je suis ce qu'on appelle aux États-Unis un freelance artist, c'est-à-dire que vous travaillez à la demande, les gens vous appellent, ils veulent une voiture antique dans un décor de San Francisco. Et donc vous faites ce qui vous faites, plante. voilà, exactement. D'accord. Mais votre spécialité, c'est les personnages. C'est les personnages, c'est des petits Mickey, comme on dit en France. Okay. Alors on a, par exemple, ici, c'est un poster que j'ai réalisé pour une compagnie d'investissement, Smith Barney. Oui. Et tiens, si tu peux tenir ça. Alors il vous donne un thème, comme là c'était le Red Lion Hotel, et c'est une chaîne d'hôtels aux États-Unis. Oui. Et apparemment tous ces personnages que je ne connais pas ont travaillé dans cette saga. Oui. Et ils m'ont donné le thème. Et en fait, après, c'est vous qui travaillez sur ce qu'ils vous donnent, en fonction aussi des photos qu'ils vous donnent, parce qu'on travaille que d'après photos. Ça, ce sont des gens qui existent. Voilà, ce sont des gens qui existent, et ce sont des photos que j'ai reçues de cette compagnie en disant on veut telle personne courant après la voiture ici. Celui-là était assez difficile parce qu'il y avait une question géographique qui était absolument irréalisable, avec une voiture qui court après le Concorde, avec vous aviez toute l'action se passait sur la côte ouest, c'est-à-dire San Francisco, Santa Barbara, Los Angeles et San Diego. Très peu d'action à New York, et donc en Europe, il y avait cette fameuse voiture qui courait après le Concorde. Donc ça a été assez difficile de mettre ça en page. D'accord. Et qui connaissez-vous à Smith Barney, la liste? Ce sont en fait les gens à qui ont eu affaire à ces personnages-là. Ah d'accord, vous les avez rencontrés? Voilà. Oui. Et donc ils se servent de ça pour mettre dans leur bureau? Ils l'ont donné, disons ils ont eu c'est un bonus. Voilà, c'est une sorte de cadeau qu'ils ont dû faire lors d'une partie qu'ils ont dû faire. Qu'ils ont donné aux gens. Oui, c'est ça. Ils leur ont donné à chacun les présents. Alors ça, c'était un autre thème romain. On retrouve un petit peu le côté Astérix. Je n'ai pas la prétention de m'appeler Monsieur Uderzo, mais c'est un peu le style, vous voyez, c'est un peu le style romain. Bande dessinée, Mad, soit Mad américain. Et les personnages sont qui? Alors les personnages, apparemment, je ne rappelle pas des noms, mais enfin bon, ça c'était un des grands patrons de la compagnie qui a travaillé pour Oracle, etc. Voilà. Oracle, ah oui. C'est ça, et tous ces gens en fait représentent des gens dans la compagnie. Ça c'est assez... Alors il vous donne un sujet, alors bien sûr, chaque compagnie passe à travers des lawsuits, des suites en cours, en tribunal, etc. Et bon, c'est une sorte de petite... oui, IPO, c'est les nouvelles compagnies qui se... D'accord, pour vendre des actions. Ça. Voilà. Là, on peut montrer le... Oui. Alors donc aussi, ça, c'est ce que vous avez fait localement, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est local. Nous avons aussi fait un calendrier pour un restaurant qui s'appelle The Sticking Rose, ici, qui est un restaurant qui est basé uniquement à base de garlic. D'accord. Et votre rôle, Ingrid, là-dessus? Alors, moi, c'est les lettrages que je fais dans l'ordinateur. Et que ça, c'est vous qui avez fait? Sticking Rose, oui, j'en fais des lettrages, et puis aussi pour les mises en page, tous les travaux dans l'ordinateur, ça c'est le travail que je fais. Donc tout ce qui a l'air non artistique et qui vient d'un ordinateur, vous avez implanté ça là-dessus sur le dessin? Oui, surtout dans les lettrages, je travaille beaucoup dans les lettrages. Le graphisme. Voilà, exactement. Ouais. Donc ça c'est le produit fini, donc il y a quelque chose qui a été collé là-dessus, c'est ça? C'était imprimé, celui-ci a été imprimé de même que la voiture. Ceux-là, ce sont des copies qui ont été faites par un procédé qui s'appelle Bubble Jet, qui est presque aussi bon qu'un printing en fait. C'est une copie parce que les tailles sont relativement imposantes, mais celui-ci avait été imprimé. En fait, ce qui est intéressant, c'est que celui-ci, il devait sortir en t-shirt. C'était un t-shirt qui était au début programmé. Ouais. Et la compagnie apparemment l'a bien aimé. Ils ont décidé d'en faire un calendrier. Voilà. Et donc, ils donnent ça comme promo? Non, ils ont vendu ça dans le restaurant. Ils les vendent dans le restaurant. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Ouais. Ouais.
Donc c'est une production dont vous vendez le copyright à la compagnie, c'est ça? J'en suis pas à ce point-là, malheureusement. Je ne suis pas au point où je peux... Disons que tous mes travaux originaux, je les donne aux compagnies. Je ne suis pas un artiste dans le sens d'accord. Si vous voulez, normalement, un artiste devrait récupérer toujours son travail. Tout ce qu'il donne, c'est le droit en fait, de reproduire. Voilà. Mais son travail original, il le garde. J'en ai quelques-uns de travaux que j'ai gardés. D'accord. On va peut-être voir plus tard. Donc vous leur donnez l'original, ils peuvent faire même 1000 copies. Voilà. Vous n'avez pas la royalty. Non, pour l'instant, je suis déjà content que ce soit accepté et imprimé. Oui, et votre nom est quand même imprimé en bas, c'est ça? Voilà. Oui, sur les plupart, dans la plupart, oui. Dans la plupart, écrit dessin par Marc Oui, Richard. illustration, je signe, oui, c'est ça. Enfin, Richard, c'est un nom français? Oui. Si? Oui. Ok, et vous pouvez nous montrer quelque chose de réel? Oui, alors, je sais pas. Bon, ça, je sais pas si vous pouvez avoir... Oui, on va pouvoir le montrer. Ça, c'est le genre de... Ça, par exemple, j'ai fait le logo pour Organize. Oui. J'ai fait aussi ce genre en fait, c'est un emballage, ça, Oui. Laser Factory. Aussi, Oui. j'ai fait le... Alors, Ingrid s'occuperait du lettrage, donc, et moi, on met en place ensuite les dessins que j'ai fait, on les place. On a fait ça aussi pour les Yellow Pages, pour les pages jaunes, voilà. Donc ça, c'est plutôt la partie commerciale, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Alors par exemple, ça c'est une association sur l'aéroport qui en fait c'est ACA, je suppose que c'est Air Cargo Association. Oui, d'accord. Et bon, il fallait trouver quelque chose. Un logo, c'est ça? Voilà, un logo, c'est un logo. Donc tout ça c'est commercial, n'est-ce Voilà, pas? Ça continue. pareil, ça c'est les logos, ce sont les logos, ça ce sont aussi des petites illustrations. Oui. Des cartes de visite. Voilà, carte de Organize, visite. ça c'est à San Francisco aussi. Voilà. C'est local ça. Et ça aussi, Guanalip Photographie. D'accord. Ça, ce sont des maisons. Des fois, des gens vous appellent, ils veulent que leur chien soit dessiné, que leur maison soit dessinée. Alors, vous dessinez la maison? On fait la maison, on fait les chiens. D'ailleurs, un peu plus loin, je crois qu'on va... Est-ce que c'est un métier qui s'apprend? Oui, ça s'apprend, mais il faut l'avoir dans le sang. Comme tout, il faut aimer. Oui, c'est-à-dire que tous ces... j'ai dessiné depuis que j'étais jeune, très très jeune. D'accord. Ça a toujours été une passion. Vous aimez, ok. Ouais, et par exemple ça, par contre, ça se voit que c'est plutôt artistique et il faut vraiment, comme vous dites, l'avoir un peu inné, c'est ça? Ouais. Et donc ça représente qui? C'est Jeanne Fonda. Et là, c'est une technique un peu différente, c'est Roger Moore. Oui. C'est un peu plus carré parce qu'il a un visage très carré. Ah, d'accord. La raison pour laquelle je me suis attaché aux deux, c'est que ce sont des personnes supposées avoir des visages parfaits, lui en tant que mâle et elle en tant que femelle, et j'essaie justement de sortir tout ce qui n'allait pas, pour démontrer qu'en fait ils ne sont pas parfaits. Ils sont pas parfaits, voilà. D'accord. Alors ça c'est le genre de petites caricatures, ça c'est je fais des parties privées de caricatures où je dessine les gens, alors ça c'était une ancienne brochure. Et le guest vous paye, c'est ça? Voilà. Alors vous faites les gens à la demande en fait, ça ce sont des portraits. Ça c'est une technique différente, c'est un peu à l'époque ce qu'ils appelaient les grandes gueules dans un journal français qui s'appelait Pilote. Il y avait une technique très précise de crayon avec des croisillons que j'ai trouvé absolument incroyable. Et donc j'avais fait cette tête-là de Christopherson. Ah d'accord, oui. À l'époque. Et ça ce sont des gens qui m'avaient demandé des portraits. Ça c'est un modèle pour un... C'était un portrait, ça, en huile. C'était un portrait en huile. Ouais, ça, c'était un chien, comme j'ai dit, pour un client qui voulait dessiner son chien. Ça, ce sont un couple. J'avais aussi fait un portrait de Miss Philippines, de je ne sais quelle année, je ne me souviens pas. Et ça, c'est donc un couple. Enfin, vous faites décider vraiment toutes sortes de... Voilà, ça, c'était pour un jeu. En fait, quand on fait la caricature d'une Miss, tout d'un coup, elle n'est plus la plus belle, n'est-ce pas? Non. Parce que, en fait, ça rend la personne pas belle, finalement. Oui, mais l'idée, c'est pas d'être péjoratif ou d'être négatif, c'est surtout de sortir ce qui est intéressant dans les traits d'un visage. Maintenant, l'accentuation ou le fait de l'accentuer ou de le rendre méchant, comme on avait parlé avec Pompidou tout à l'heure, ça c'est autre chose, c'est une autre étape, mais je crois que la caricature avant tout, c'est de sortir la caractéristique d'un visage. Par exemple, est-ce que vous avez pensé à faire une caricature de quelqu'un de très beau? Enfin, vous m'avez dit Jeanne Moreau, mais par exemple, quelqu'un comme Cindy Crawford ou Liz Taylor, qui sont les symboles de beauté, et puis après une caricature deviennent très vilains. Oui, j'ai fait ça avec Tom Cruise notamment, j'ai fait ça avec
Personnellement, à part pure expérience personnelle, oui, j'en ai fait. Malheureusement, je n'ai pas tout ici. D'accord. Donc, et puis on voit que la personne, vous faites sortir surtout l'expression de la personne, l'expression du visage, n'est-ce pas? Voilà. Alors là, je crois qu'on en arrive dans les bandes dessinées, à l'époque où je faisais des bandes dessinées quand j'étais en France. Oui. Et vous êtes là depuis quelque temps? Ça va faire 12 ans. Ouais, bon, 12 ans que je suis aux États-Unis. D'accord. J'avais fait une histoire, là il y avait beaucoup d'influences de cinéma. J'avais été influencé par un dessinateur qui s'appelait Joe Kubert et qui faisait beaucoup de plans où vous avez des gens imprégnés, très dramatiques, avec des flashbacks. Et j'avais été impressionné par ça, et notamment des metteurs en scène tels que Sam Peckinpah et Sergio Leone. D'accord. Ça, c'était une couverture pour Kemper, donc ça, c'est réalistique, carrément. Oui, ça, c'est carrément la photo. Ouais, voilà, et en fait, c'est ma femme. Ah bon, c'est elle? Oui. Ah d'accord. Et là aussi, d'ailleurs, c'est nous. J'avais fait une petite carte de la famille, c'est les enfants? Voilà. Oui, d'accord. Le jeune homme avec vous, c'est votre fils, non? Non, c'est un... ok. Alors, des bandes dessinées, ça, c'est pas ça qui me manquait à l'époque. J'avais eu assez de mal à les placer en fait en France. Ici malheureusement, le thème du western, qui est assez familier pour les Français, ne l'est pas aux États-Unis. C'est contradictoire. Oui, en France, c'est quelque chose d'intéressant, mais ici, c'est quelque chose de banal. Ouais, pour nous, c'est la tradition, c'est la tragédie antique. Le western, c'est la tragédie antique de l'américain, mais ils ne le voient pas comme ça, malheureusement. D'accord. Alors, on va peut-être sauter quelques-uns. Et donc, ces bandes dessinées, tu as pu les vendre? En France, non, malheureusement, non. J'ai eu un mal fou. Ici, je m'en sers plutôt comme support pour mon portfolio, mon dossier. En France, j'ai eu beaucoup de mal. C'est très difficile. C'est très difficile en France. Là. Au point de vue art, la France est un pays relativement saturé pour sortir. Bon, ça, c'est des histoires mignonnes que j'avais. Mais je trouvais que dans les années 70 ou 60, les gens lisaient beaucoup plus les bandes dessinées. Absolument. La bande dessinée en France est beaucoup plus intellectuelle qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que les Français sont plus attachés par exemple, bien qu'il soit italien, mais Hugo Pratt, qui malheureusement est décédé, a fait des bandes dessinées très intellectuelles avec son personnage de Corto Maltese, là où les Américains sont restés avec leurs super-héros et ils sont un peu plus prisonniers d'un système, je pense, alors que le français est sorti au point de vue thème et dessin, bien entendu. Les Français sont sortis, ainsi que les Belges, bien entendu, sont sortis carrément de cette prison de fantastique et de super-héros. Il y avait eu une agence Walt Disney en France, n'est-ce pas, à Paris, je sais que Walt Disney, bien sûr, c'est ici, mais il y avait une agence de support à Paris, non? Vous n'êtes pas sûr? Non, je ne suis pas sûr. Okay. Parce que j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait du travail de temps en temps pour cette agence. C'est-à-dire à l'époque quand j'étais en France, c'est peut-être pour les traductions des bandes dessinées américaines. Oui. Ah voilà, c'est ça. Oui. Parce que bien sûr, Tom et Jerry et tout ça, c'est montré dans les cinémas français. Oui. Et donc il y a quand même une traduction à faire. Oui. Ça, c'est les cartoons, c'est les dessins animés. Ouais, les dessins animés. On était plutôt dans le thème de la bande dessinée. De la bande, vous voulez dire l'imprimé? Oui, c'est ça. Okay. Ce qu'ils appellent storyboard ici aux États-Unis. D'accord. Et ça, c'est Superman, Superwoman? Non, c'est une petite héroïne que j'ai créée en fait d'après une histoire qu'une cliente m'avait proposée. Et ça fait partie de votre... Je ne sais pas où elle en est maintenant. C'est un livre absolument adorable. C'est une histoire très mignonne. C'est une étoile dans la galaxie qui vient sur Terre en fait sous forme humaine pour chercher son boyfriend. Ah. Et il lui arrive des tas d'aventures sur Terre. Elle rencontre des tas de gens intéressants, y compris un méchant tigre qui a des rayures jaunes sur fond noir. Contrairement aux autres, elle tombe sur les Forest People, que j'avais créé sous forme de petits batraciens un peu mignons, style un peu comme les Schtroumpfs en France. Ah d'accord, ça fait partie de l'histoire là. Voilà. D'accord. Donc c'est très intéressant. Comme Blanche-Neige d'ailleurs qui a créé l'héroïne, voilà. Oui. C'est Ingrid qui a trouvé les costumes, etc. pour les couleurs. Le visage et tout, parce qu'elle avait écrit l'histoire sans voir... Sans la visualiser. Exactement. Donc, vous avez lu l'histoire, puis
vous avez décidé de faire ça. Ouais. C'était très intéressant comme travail. Oui, c'était une expérience très intéressante. Ça, c'est un boulot que j'avais fait en France pour Monsieur Meuble. C'était donc un storyboard, comme on appelle. C'est ce qui est vraiment la bande dessinée avec les clients qui rentrent, qui rencontrent Monsieur Meuble, qui leur explique comment la cuisine va être construite et le remodeling de leur cuisine va se faire, etc. Voilà, ça c'était un des boulots que j'avais fait en France, qui était sorti dans un journal. Et étant donné que, comme vous dites, c'est très difficile de vendre son travail, est-ce que donc vous avez pu toujours gagner votre vie avec, ou vous avez toujours eu malheureusement non. Et c'est le problème que j'avais rencontré en France, c'est-à-dire que j'avais un autre travail et pour faire 2 travaux en même temps, ça a été absolument... j'ai rencontré une barrière, enfin c'était quand j'étais beaucoup plus jeune. Surtout que vous aviez 2 enfants élevés, n'est-ce pas? C'est-à-dire ça, je les ai connus quand je suis arrivé aux États-Unis, mais disons qu'en France, j'ai rencontré la barrière administrative et il fallait payer une caisse de retraite parce que vous aviez un boulot sur le côté. Du coup, j'ai fini par travailler pour l'Allemagne et pour d'autres pays, malheureusement, que la France, parce que à cause du fait qu'il fallait absolument faire toutes ces... Les gens vous faisaient sentir que si vous aviez un boulot un principal, alors gardez-le. Il ne fallait pas faire autre chose sur le côté, ce qui n'est pas le même principe aux États-Unis. Oui, on peut faire 2 choses ici, n'est-ce pas? Aux États-Unis, ils vont vous dire, si vous voulez faire 3 boulots, vous pouvez le faire. Ah, d'accord. Ça, c'était Mike Jagger que j'avais fait pour Camper Insurance, pour une de leurs brochures. Ça, c'était pour un journal à Barrington, en Illinois, lorsque nous étions à Chicago. C'était pour les calendriers pour Noël. Au moment de Christmas. Où on ouvre les portes. Ah, d'accord. Chaque jour. Ah oui, c'est vrai. Pour ça, il y a des numéros partout. D'accord. Et ça, c'est d'autres illustrations pour un client. Alors ça c'était en Illinois. Ça, c'est le genre d'illustration que je faisais là-bas. Ça, je l'ai d'ailleurs, l'original. Ça, c'est des cartes de Noël, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. On en a fait en personnel. Hein. On envoyait ça dans la famille. Ça, c'était les Fables de La Fontaine. Alors ça c'est une peinture, non? Ce sont les encres de Chine. Ah, c'est très difficile à travailler dans la mesure où si jamais vous faites une erreur, l'huile, vous pouvez toujours retoucher, l'huile ou l'acrylique, vous pouvez retoucher, là, vous ne pouvez pas. Ah, d'accord. C'est assez laborieux, c'est très long comme travail. Mais j'adore parce que c'est une technique très jolie. Très jolie, les couleurs sont vives, j'aime beaucoup les encres de Chine. En fait, la plupart de mes travaux sont mes travaux. Ça aussi, ce sont les Fables de La Fontaine. C'est joli. Ouais. Vous avez pu vendre pour les livres? Non, parce que c'est une erreur de ma part. Malheureusement, moi j'aime bien les Fables de La Fontaine et je voulais les sortir différemment de l'image classique qu'on voit d'Arthur Rackham, par exemple, qui reste un illustrateur incroyable. Et je voulais faire quelque chose de peut-être un peu plus vivant et en fait le thème n'a pas plu. C'est le thème qui ne plaisait pas, je crois. C'est pour ça que j'ai eu du mal à les vendre. D'accord. Encore les Fables de La Fontaine. Ça, ce sont des clients à la demande. Ça, c'était une illustration pour une boîte de jeux, en fait. C'était un jeu qu'ils vendaient. Et ça, ce sont des boulots, ça, ce sont des travaux un peu scolaires à l'époque où j'étais aux Arts Déco, parce que j'ai fait les arts décoratifs à Paris. Bon, ça, c'est un peu plus scolaire, mais je pensais que dans le dossier, c'est intéressant. Beaucoup de gens me demandent des objets. Et alors ça, c'est carrément les caricatures à la demande, c'est-à-dire un thème, le golf, avec la tête du personnage principal. Je pense que ça devrait bien se vendre ici parce qu'il n'y a pas tellement de monde qui font des caricatures. Enfin, c'est très rare. C'est un art assez rare. Oui, c'est vrai. Il y a bien que déjà dans San Francisco, je connais énormément de caricaturistes américains. C'est-à-dire pour le Chronicle, on voit de temps en temps le dimanche. Mais il faut vraiment avoir un contrat avec eux peut-être pour vendre leur... C'est très difficile. L'important, ce qu'il faut avoir, c'est un pied dans la boîte. Et puis après, vous commencez à prendre le filon. Pour l'instant, en tant que freelance artiste, c'est... Parce que je ne vois pas tellement de caricatures politiques, par exemple. Vous avez quelque chose sur Président Clinton? Oui, mais je ne l'ai pas là. Oui, j'avais fait un t-shirt. Parce que c'est ça qui se vend dans les parties, dans le journal, quoi. Oui, c'est ça. Alors ça, ce sont toujours les mêmes... Alors là, il y a des bons dinosaures et des mauvais dinosaures. Ça, par exemple, il faut saisir la nouvelle de la semaine et puis faire une caricature et puis essayer de la vendre, c'est ça? C'est ça. Mais ça c'est dans la situation idéale, dans la mesure où vous avez déjà un pied dans le journal. Quelqu'un qui peut acheter pour sûr. Malheureusement, là, moi, j'en suis à la phase où je dois survivre de mes dessins, donc je fais ce qu'on me demande. Et si je commence à
à faire quelque chose en assumant que ça risque de marcher, je perds du temps et bien sûr... Vous êtes sur l'Internet, non? Pas encore peut-être? Parce qu'elle, elle fait le computer, mais par exemple, vous pouvez avoir une page sur l'Internet, et puis je pense que vous avez le droit donc de faire passer une caricature, vous mettez à vendre, parce qu'il y a le shopping, vous savez, les marketplaces là-bas. Ouais. Et puis il y a 100 millions de gens qui ont accès à ce marketplace. Bon? Ouais, non. C'est dans le monde entier et on peut regarder ce que vous faites et puis on peut vous faire une commande. Ouais. Donc, et puis peut-être qu'il faudrait, c'est pas cher, vous pouvez avoir une page et puis les gens vous contactent s'ils aiment la caricature. Ah bon? Oui. Donc il faudrait peut-être regarder là-dessus. Oui, donc là on nous dit qu'on a bientôt fini. Je pense qu'on va faire un autre petit segment pour faire le dessin, je pense. Voilà, et donc enfin d'autres différents styles. Ça, je crois qu'on les a déjà vus. Ok, bon, ben, je vous remercie beaucoup à vous deux. Malheureusement, on est à la fin du segment. Et donc c'était Marc Richard et Ingrid, sa femme, qui est son assistante. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Tell her she can do the roll now. Okay. J'ai la main qui tremble déjà. Action. Alors là, ce qui est intéressant dans ce visage-là, c'est le manque de nez. Donc on va avoir un petit nez, un tout petit nez, des yeux relativement grands. Un bon sourire, mais avec un petit sourire de travers quand même. Les distances sont importantes, par exemple le front est relativement petit et les cheveux très volumineux. Beaucoup de volume dans les cheveux. Là, on va faire ça au marqueur permanent pour être sûr que personne ne l'efface.
Et voilà. Taillé? Taillé. Je peux voir? Ah oui. Charmant. J'étais un peu nerveux quand même. C'est pas facile de rester stoïque, mais désolé. Ah oh. Ah boy, c'était pas facile, hein. Je mérite un apéro. Je m'en doute. Parler comme ça. C'est vrai. Are you cueing me? Okay. It's not on. The light is not on. Ok. Bonsoir. Le deuxième artiste ce soir, c'est Patrick Guinaud, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Patrick Guinaud qui présente en ce moment une exposition de ses sculptures à l'Alliance. Donc Patrick, bienvenue d'être venu au French American TV. Merci beaucoup. C'est moi qui, d'ailleurs, ça me permet donc par ce biais-là de remercier aussi l'Alliance française donc, qui m'a aidé à venir aux États-Unis aussi. Puis, et donc vous êtes un artiste qui arrive de France. Voilà, je viens de France, donc je suis né à Perpignan, j'habite dans le sud de la France à Saint-Cyprien, c'est tout près de l'Espagne, c'est un port de plaisance. Et puis voilà, je suis venu un petit peu montrer mes œuvres outre-Atlantique. Donc vous êtes là en touriste, c'est ça? Plutôt en touriste, business? Touriste, voilà, j'ai de la famille ici, donc j'ai ma soeur et mon beau-frère qui habitent ici, et puis bon, je fais une pierre deux coups, je dirais. Ah d'accord. Voilà, ça me permet. Et qui vous a donné l'idée de venir ici? Enfin, c'est-à-dire c'est votre sœur peut-être? Non, mais j'étais venu en touriste à ce moment-là il y a 2 ans. Oui. Puis bon, donc j'avais essayé d'avoir des contacts et par le biais du consulat, on m'a mis en contact avec l'Alliance française pour monter une exposition. Puis voilà, maintenant mon but c'est d'essayer de trouver des galeries donc, qui accepteraient de vendre. Voilà, de vendre mes pièces quoi. Surtout à Sausalito. Pour ma promotion surtout. Vous êtes allé à Sausalito peut-être? Oui, j'y suis passé, non, mais j'ai des contacts à Carmel dans une galerie de sculpture, à Highland Gallery. Et puis ici sur San Francisco avec 2 galeries aussi. Il faut que bon, je vais profiter de ma dernière semaine pour positionner tout ça. Et puis, donc ce seront des sculptures que tu exporterais, c'est ça? Ben voilà, je suis prêt à les laisser là, bien sûr. Pour l'instant, étant donné qu'elles sont déjà là. Elles sont déjà là, donc d'accord. c'est le billet si je peux les et donc placer, ça a l'air d'être des formes assez modernes, c'est ça? Ben voilà, oui, je fais, bon, c'est la taille directe donc, dans le marbre, je fais essentiellement du marbre. Donc enfin pour moi, c'est la sculpture à l'état pur, je veux dire. On prend le bloc et puis bon, on extrait une forme du bloc et ça c'est sensationnel, je dirais, parce que c'est vrai qu'on met une forme qui existe à l'état d'attente à jour, donc ça procure des sensations. Puis bon, j'essaie, oui, c'est des formes modernes, j'essaie d'avoir des conceptions, soit sur roulement à billes, ou là, bon, j'ai que 2 sculptures, ou alors je fais des formes figuratives modernes, mais bon, c'est toujours un petit peu avec mes propres notions. Bon, je ne sais pas, il y a 2 mois, on avait M. Bertrand Gervais qui fait les pierres marbrières, enfin qui vend des pierres marbrières, le marbre, surtout pour des projets comme
comme la librairie de San Francisco. Enfin, c'est surtout pour l'architecture. Mais vous, donc il importe du marbre, mais vous prenez le marbre brut et vous en faites une forme. Voilà, c'est ça, oui. Je vais essentiellement le chercher, donc je me sers du marbre du bassin méditerranéen, où je vais à Carrare en Italie, aux Carrières, donc c'est le plus grand centre d'extraction du monde. Bon, si on trouve du marbre statuaire en qualité, bon, c'est ce qu'il y a de mieux. Sinon en France, à côté entre Béziers et Montpellier, une carrière qui s'appelle Laurens. Mais j'essaie de travailler, bon ça c'est du marbre du Portugal, ça vient d'Italie, de Carrare donc. Puis sinon j'essaie de travailler plusieurs marbres de plusieurs couleurs, du noir, du rose. J'aime varier, enfin j'essaie de varier un petit peu les couleurs. Puis chaque forme, s'approprie plus. Par exemple, du noir serait plutôt pour Ouais, il y a du marbre qui est très veiné, donc pour une sculpture, je dirais, à usage décoratif, bon, ça se pourrait être certainement plus que bon, le blanc, c'est le statuaire, quoi. C'est pour faire du figuratif pur, quoi. Oui, et c'est très difficile à faire que la pierre recommence à briller comme ça aussi. Ben oui, ça c'est le plus long, parce qu'en fait, je dirais pour 100 heures, quand on fait à peu près 100 heures pour faire une sculpture, il y a à peu près 30 heures pour faire la forme, et après 70 heures, c'est la finition. C'est-à-dire qu'à partir du bloc, voilà, on pense, il y a plusieurs papiers de verre avec différentes épaisseurs de grains, donc on arrive, je pense, jusqu'à peu près au papier 800 à l'eau, et après donc il faut passer ou un feutre, mais bon, tout à la main, quoi, je fais parce que... Donc, si ça vous prend 100 heures de travail, plus le prix du marbre est très cher, donc une sculpture peut revenir assez cher, n'est-ce pas? Ça peut revenir assez cher. Moi je préfère aller à la carrière directement, comme ça je prends les blocs qui m'intéressent, voilà, mais bon, je dirais, je prends le bloc, je veux dire, c'est le bloc brut, hein, le parallépipède, bon, je travaille rarement avec, hein, ça m'arrive, mais bon, c'est peut-être plus difficile, mais... Et ça se vend bien, les formes abstraites? Oui, je crois qu'il y a une clientèle pour toutes les formes. Ça peut marcher. Oui, c'est surtout pour les jolies maisons, justement, qui ont besoin d'un décor ou d'un style spécial. Moi, j'essaie d'être éclectique dans mes formes. J'essaie d'avoir des concepts, mais notamment marier le marbre avec le verre. J'ai des sculptures en marbre en suspension sur un socle en verre. Bon, ça aérien. Bon, il se trouve que le thème, la sculpture s'appelle Walking on the Moon. C'est pour l'anniversaire du premier pas sur la Lune, donc c'est une espèce d'hommage que j'ai fait là. Donc on pourra voir ça à l'Alliance, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Ouais. Donc j'irai filmer à l'Alliance et on montrera tout ça à la suite de l'interview. Et est-ce que tu as jamais sculpté un visage? Ou bien c'est trop difficile? Non, ça ne m'attire pas. Je veux dire, faire du figuratif pur, ou je fais du figuratif moderne, donc comme lui. Une sculpture, là, une sculpture qui est sur la photo, là, Woman in Jazz, donc je suis un amateur de jazz, bon, j'ai toujours une sensibilité toujours pour quelque chose, donc j'ai fait ça, mais bon, ça ne m'attire pas, je veux dire, ça s'est fait depuis Michelangelo, ils sont certainement plus doués que moi. Donc tu veux faire moi, voilà, j'essaie de me faire mes propres créations. Ton propre style, voilà. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est la créativité, c'est recopier quelque chose, ça ne m'intéresse pas, donc j'essaie de... D'accord, par exemple, ça a l'air d'être... par exemple, là, ça a une forme qu'on pourrait peut-être reconnaître, n'est-ce pas? Oui, bon, c'est un petit peu une allégorie, de la femme oiseau. Bon, c'est un petit peu ça. Oui, okay. Je pense qu'en inspiration, de toute façon, on visualise, on est tous inspirés par quelque chose. Je veux dire, on emmagasine et puis ça va ressortir un mois, 2 ans après, mais bon, avec sa propre sensibilité, on va réaliser une pièce. Oui. Donc, c'est vrai, on ne sait jamais comment le rêve va transformer la chose. Dire qu'on est inspiré, enfin, dire que je m'inspire d'un sculpteur ou de quelqu'un, non, je crois que je visualise et puis après, bon, ça se fait et puis hop. Donc peut-être par exemple en faisant cette sculpture, tu as touché la pierre et tu t'es dit et la forme est sortie comme ça. Là, oui, cette sculpture, ça s'appelle Amazoniac et cette pierre, là, c'est du marbre du Portugal, donc il est extrêmement dur, je dirais très très dur. Ouais. Et puis bon, c'était cet aspect de force et d'aspect sauvage que j'ai voulu donc très pointu. Voilà, c'est ça. Ouais. Moi, je fais des formes en général assez pointues, puis essayer d'avoir une légèreté quand même dans la sculpture. Ok, ça t'a quand même demandé une certaine formation, n'est-ce pas? Ben non, je suis autodidacte justement et je crois que pour moi, avec du recul, c'est bien parce que
enfin, on devient trop académiste, je pense, dans les écoles des beaux-arts. Il faut faire ça, pas ça, parce que c'est pas bien. Je sais pas sur quels critères. Ah, donc vous ne savez pas ce qui est bien ou ce qui est pas bien, n'est-ce pas? Non, mais par rapport, ils ont des critères bien établis. Moi, j'ai des conceptions, bon, donc je suis plus libre, je dirais. Quoi, ouais, tu es plus libre que si on t'avait inculqué des idées préconçues. Voilà, c'est à moi, je veux dire, je n'ai pas d'influence par rapport à un professeur ou quelque chose comme ça. Donc ce qu'on voit, c'est toi, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Il n'y a pas l'influence d'un prof. Je préfère, oui. D'accord. Bon, ben, on vous montrera donc les sculptures de Patrick Guinaud. À l'Alliance. Donc vous êtes jusqu'au 28 à l'Alliance. 28, oui. D'accord. Donc je te remercie d'avoir apporté ces 2 sculptures et puis on ira filmer les autres cette semaine. D'accord. Merci beaucoup. C'est moi. Merci beaucoup, Aline. Ok. Donc c'était Patrick Guinaud. Merci beaucoup. Tell her to do the roll over us. Did you take his sculptures? Did you take his? You did. Okay, great. Il y a un petit peu, enfin, tous mes styles, donc c'est bien. Okay. Ah, il t'a fait. Ah, c'est figuratif. Ah, ça y est, tu l'as. Tu es en caricature. It's not lighted. Ok. Bonsoir. Nous avons ce soir avec nous Annie Jacquemet-Barrington, c'est ça? J'ai bien réussi avec un nom aussi long. Et donc Annie est une psychothérapeute, n'est-ce pas? C'est le nom en français. Et donc je l'ai invitée. C'est une des personnes qui représentent ici la communauté française. Et je pense que vous êtes une des rares personnes qui peut faire ce genre de travail en français, n'est-ce pas? En français, oui. Je crois il y en a quelques-unes, mais enfin, il n'y en a pas beaucoup. J'ai fait connaissance d'une psychothérapeute récemment qui m'a contactée, mais c'était la deuxième fois depuis très longtemps que j'ai rencontré une personne qui parlait français et qui faisait mon métier. D'accord, parce que c'est en fait un métier où il faut connaître la langue, n'est-ce pas? À moins que la personne qui est votre patient soit bilingue, n'est-ce pas? Bah, évidemment, sinon on ne peut pas communiquer. D'accord, donc c'est surtout un métier où il faut parler. Écouter.
Parler et écouter, donc s'il y a des Français qui sont ici de passage et qui veulent pouvoir parler en français dans leur langue maternelle, c'est bien de vous contacter, n'est-ce pas? Exactement. Est-ce que c'est mieux de parler dans sa langue maternelle? Mais c'est-à-dire que la langue maternelle vous permet d'exprimer des sentiments qui vous sont très proches, qui remontent à la petite enfance. Oui. Et il y a donc tout le côté culturel qu'on ne peut pas vraiment traduire. Vraiment, vous parlez les deux langues, donc Oui. vous devez savoir qu'en français, il y a des choses que vous pouvez exprimer d'une certaine façon qui sera beaucoup plus difficile d'exprimer en anglais et qui fait qu'on les ressent même différemment. Je sais quand je retourne en France, je ressens des facettes de moi qui sont en fait différentes de ce que je ressens ici. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas authentique ici, mais il y a tout un côté de moi qui ressort, qui est beaucoup plus difficile à ressentir ici dans ce contexte culturel. Donc vous-même, en tant que psychothérapeute, vous préférez contacter quelqu'un qui parlerait français, n'est-ce pas? Exactement. Même si l'anglais est une langue très connue, oui, très connue pour bien vous. sûr. D'accord. Moi, je ne suis pas docteur et donc je sais qu'au fur des années, votre profession a beaucoup évolué. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de quelques-unes de ces évolutions? C'est-à-dire que moi, je sais que je suis allée à l'école il y a 20 ans et donc c'était une profession dont on parlait assez négativement dans plusieurs cercles. Est-ce que vous pouvez peut-être apporter quelques lumières, comme on dit, light, sur la profession? Je vais vous demander d'abord, qu'est-ce que vous entendiez de point de vue négatif, qu'on ait un point de C'est-à-dire départ que, commun. c'est-à-dire bien sûr que votre profession est associée avec des maladies qui sont assez complexes et assez difficiles à traiter et qu'il y a 20 ans, on les traitait d'une manière assez comment on dirait, assez rude avec les chocs et tout ça. Et je sais que votre profession a beaucoup évolué et que ça ne se fait plus en ce moment, c'est ça? Il y a même 20 ans qu'on a arrêté, je crois, de faire ce qu'on appelait electric shock. Oui. On le fait, je crois, maintenant. De toute façon, moi, c'est une chose que je ne fais jamais puisque je ne suis pas médecin médical. Oui, je sais que votre profession a beaucoup évolué Voilà. et je voudrais Mais, parler peut-être comment ça se passe en ce moment. Eh bien, il y a plusieurs niveaux. Hein. Vous avez des personnes qui sont vraiment... qui ont qui souffrent de traumatismes psychologiques et émotionnels qui sont tellement sévères, qui sont obligés d'être hospitalisés, qui sont obligés d'être sous traitement médical, etc. Donc ça, c'est le niveau extrême. Voilà, mais ça a évolué dans le sens où je pense que tout ce qui est point de vue médicament s'est énormément amélioré. Vous avez ensuite les personnes qui souffrent, qui sont marginales, vous voyez, qui sont capables peut-être de vivre sans médicaments, mais qui ont une vie très très difficile. Ça, donc je vois ce genre de personnes. Et puis ensuite, vous avez les personnes qui ont des difficultés de vivre qui viennent de la petite enfance ou bien de difficultés de relations, de couple, dépression, anxiété, etc. Temporaire ou même plus permanent, mais qui est dans un sens un peu plus facile à soigner. D'accord. La profession a changé dans le sens où la psychanalyse n'est pas seulement, je veux dire, le traitement de psychothérapie n'est pas seulement du côté psychanalyste. Il y a maintenant tout un éventail de traitements qui va de ce qu'on appelle le psychodynamic, tout le cognitive therapy, behavioral therapy, etc. Et vous utilisez certaines de ces méthodes quand c'est approprié, quand c'est nécessaire. C'est-à-dire que je regarde chaque personne, j'ai un regard nouveau sur chaque personne, j'essaie vraiment de voir ce qui est unique dans la personne avec qui je travaille et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui leur conviendra mieux comme traitement. D'accord. Et donc, en tant que psychothérapeute, vous êtes aussi docteur, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas docteur. Non, vous ne prescrivez pas de... Non, je ne peux pas prescrire de médicaments. Et s'il y a vraiment besoin que quelqu'un ait des médicaments, je les transférerai pour une évaluation avec un ou une psychiatre et je collaborerai avec cette personne simplement pour que cette personne donne les médicaments. Moi, je continue le traitement psychothérapique avec le patient ou la patiente que je vois. D'accord, je vois. Ça m'arrive très rarement parce que j'évite justement de prendre le chemin des médicaments.
D'accord. Je pense qu'il faut tout essayer du point de vue psychologique ou émotionnel. D'accord. Il faut vraiment que la personne n'arrive plus à fonctionner, ne dort plus, ne mange plus, n'arrive plus à travailler. Pour utiliser voilà. Est-ce que vous avez pu peut-être vous comparer à des psychothérapeutes américains? Est-ce qu'ils utilisent des méthodes différentes des vôtres? Non, de toute façon, ma formation professionnelle est américaine. Ah, d'accord, oui, d'accord. Je n'ai pas étudié en France. Ah, d'accord. Donc là, je me suis trompée. Non. Okay. Donc vous êtes plutôt américanisé, n'est-ce pas, enfin, du point de vue formation? Ma formation est dans ce sens, oui, puisque j'ai fait mes études à UC Berkeley et mon internat à Stanford. Ah, d'accord, d'accord. Mais donc vous êtes, vous pourrez peut-être pas comparer à la formation française, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ça me serait difficile. J'avoue que ça me serait beaucoup plus difficile. Ok, mais en général, la profession utilise des méthodes qui ont été testées en Europe aussi bien qu'ici, n'est-ce pas? Je pense, oui, absolument. D'accord. De toute façon, l'être humain est un être humain. Il y a des différences culturelles, mais l'être humain est un être humain. On a chacun un père, une mère, etc. D'accord. Il est très, très important de faire attention quand même aux choses culturelles. C'est pourquoi, lorsque je vois des Français qui ont des difficultés d'adaptation, par exemple, il est très important que moi je sois française. D'accord. Et à quel point est-ce que, enfin, à quel moment ou à quel stage on a tous des problèmes, bien sûr, mais à quel moment il faut se décider, bon, j'aurais besoin peut-être d'en parler à une professionnelle plutôt que d'en parler à mon prêtre ou à ma meilleure amie. C'est une bonne question, c'est une bonne question. Ce qui est très intéressant, c'est que les femmes en général ont beaucoup plus tendance à demander de l'aide dans un sens beaucoup plus tôt que les hommes. Les hommes en général le font lorsqu'ils sont vraiment très très déprimés, ont beaucoup plus de mal à fonctionner que les femmes. Il ne faut pas généraliser complètement parce que je vois quand même des hommes qui viennent avant que ce soit trop grave. D'accord. Vous avez en donc général, beaucoup de les femmes. femmes. Oui, beaucoup de femmes. Les couples qui viennent me voir très souvent, c'est la femme qui a initié, qui a fait la demande de thérapie de couple. Vous faites une thérapie pour le mariage? Mariage ou couple, marié ou non, oui. évidemment. Oui. Et ça vous apprend beaucoup de choses, ce genre de travail? Évidemment, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est fascinant parce que c'est jamais la même chose. Jamais la même chose. Il y a quand même les problèmes dans les couples, c'est toujours les mêmes problèmes, n'est-ce pas? Enfin, c'est des problèmes d'argent ou des problèmes de... Pas forcément. Ah bon? Je ne sais pas, j'ai lu que le problème numéro 1 pour le divorce, c'est une question d'argent en général. Dites-vous bien que ces choses-là, l'argent, le sexe, etc., ce sont des symptômes d'autre chose. C'est-à-dire que c'est à travers l'argent ou à travers le sexe ou à travers le travail que s'expriment des problèmes qui viennent d'un endroit beaucoup plus profond. Ah d'accord, donc il rejette le problème sur l'argent? Sur l'argent, c'est une méthode pour trouver un champ de bataille dans un sens. C'est là où on se bat. On se bat avec l'argent. D'accord, Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de problème avec la façon dont il s'occupe de l'argent, mais c'est le champ de bataille qui le... Ce que j'ai remarqué, enfin, j'ai 43 ans, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des couples qui ont des problèmes et qui en parlent année après année. Et c'est les mêmes discussions. C'est-à-dire, je sais que, par exemple, si je vais voir mes parents maintenant, c'est toujours les mêmes choses. Je dis, mais il n'y a rien qui a changé après 10 ans ou 20 ans. En anglais, on dirait qu'ils sont stuck. Voilà, c'est ça. C'est toujours les mêmes problèmes. Voilà. Et même dans certains couples, même y compris le mien, il y a toujours des problèmes recurring. Et on dirait que chacun a son niche, a choisi son truc où se disputer ou argumenter. Et c'est toujours les mêmes sujets ou les mêmes situations qui se répètent. Est-ce que c'est possible de sortir de ce loop? Oui, il faut d'abord y apporter un regard nouveau, mais il faut aussi comprendre d'où ça vient, ça. Prenons par exemple un homme et une femme qui se marient. Ils apportent chacun dans leur couple non seulement leur propre personnalité, leur propre histoire, mais aussi ce qu'ils ont vécu dans leur famille d'origine. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple une femme qui est enfant a vécu avec un père alcoolique et une mère qui essayait de cacher l'alcoolisme aux enfants pour que ça aille un peu plus facilement,
cet enfant va grandir avec toute cette expérience-là qu'elle va assimiler d'une façon très profonde sans jamais y réfléchir vraiment. Elle va donc certainement, ça arrive très très souvent, épouser quelqu'un qui n'a pas du tout l'air d'un alcoolique, mais qui finit par trop boire et avec qui elle finit par répéter les mêmes thèmes, la même expérience qu'elle a vécue ou avec son père ou que sa mère a vécu avec son père. Donc ils peuvent être complètement bloqués dans ces genres de rapports humains et s'ils n'arrivent pas à comprendre d'où ça vient, et de travailler sur leur participation propre dans les problèmes, rien ne va bouger. Oui, d'accord, mais c'est pas toujours la même chose parce que moi, non, j'ai donné ça comme exemple. Ok, par exemple, moi, mon père n'était pas alcoolique et il n'a jamais bu et le genre de relation que j'ai avec mon mari est tout à fait différente du couple que mon père et ma mère étaient. Donc, on ne peut pas dire que c'est vraiment quelque chose qui se répercute, c'est quelque chose qui peut être nouveau. Absolument, mais vous savez, les choses qui se répercutent peuvent avoir une façon de se répercuter d'une façon très difficile à déchiffrer, à découvrir. Et c'est justement le travail du psychothérapeute d'essayer de découvrir où sont les thèmes peut-être qui sont familiaux sans pouvoir, qui sont inconscients dans un sens. C'est peut-être, il y a toujours un leader dans un couple, donc un peut-être répercute ce qu'il a dans la famille, l'autre est donc la victime ou la personne qui ne répercute pas. Ça peut être aussi ça. Oui, mais qui peut arriver à faire, à influencer le comportement de l'autre dans la même direction, sans que l'autre s'en rende vraiment compte. Je vais vous donner un exemple extrême qui est à un niveau plus social qu'individuel, mais prenez par exemple ce qui s'est passé à Waco, ces groupes religieux, même sans même nommer celui-ci. Ils ont pris un groupe religieux extrême qui est absolument paranoïaque, qui pensent qu'ils vont être attaqués par le gouvernement, qui doivent absolument se défendre et qui finissent par provoquer eux-mêmes la chose dont ils avaient tant peur. Oui, c'est ça. Eh bien, vous pouvez reporter ces mêmes genres de réactions dans un couple humain. Il suffit que vous preniez par exemple quelqu'un qui soupçonne tout le temps son partenaire. Et finalement, le partenaire va finir par se comporter comme pour correspondre au soupçon de l'autre. Ce sont des schémas assez généraux, mais enfin... Ce que vous voulez dire, c'est pour toute réaction, il y a une réaction, n'est-ce pas? Pour toute action, il y a une réaction, c'est ça ce que vous voulez dire? Donc il faut voir... C'est plus compliqué que ça dans un sens, parce qu'il y a des réactions qui sont tout à fait inconscientes, qu'on n'arrive pas à déchiffrer au niveau superficiel. Donc le meilleur moyen, d'après ce que vous voulez dire, le meilleur moyen de provoquer un comportement positif d'une personne, c'est de s'attendre à quelque chose de positif, n'est-ce pas? Et de se comporter d'une façon positive soi-même. C'est la seule façon dont on arrive à changer les choses. Ce n'est pas en montrant du doigt l'autre personne, il doit changer ou elle doit changer. C'est pour ça c'est pour la raison où les couples sont tellement bloqués. Il y a toujours cette espérance que l'autre doit changer. Oui. Et en fait, si on regarde, mais qu'est-ce que je fais moi qui participe dans les problèmes qu'on a? Et quand on arrive vraiment à faire ça, on arrive à débloquer, s'il y a un peu de mouvement qui peut commencer à faire changer l'autre. Si ça ne marche pas, pourquoi rester dans ce couple-là? D'accord. Donc le divorce n'est pas une des choses que vous déconseillez? Je ne la conseille pas parce que d'ailleurs, je ne conseille pas les gens. Non, c'est inutile, ça ne mène à rien. Lorsque j'aurai le dos tourné, qu'est-ce qu'ils vont faire? J'essaie qu'ils trouvent leur propre solution. Mais parfois, c'est arrivé dans mon travail que la meilleure solution, après avoir vraiment essayé, c'était la séparation. D'accord. D'accord. Je pense que vous êtes mariée avec un Américain, n'est-ce pas? Non, mon mari est anglais. Anglais. Bon, c'est quand même il n'est pas français? Non, mais pas français. Il est presque plus français que les Français. Ah, d'accord. Très francophone. Vous voulez peut-être parler du sujet des couples mixtes, enfin les Français qui sont avec les Américains. Est-ce que vous voyez des patterns qui se répètent dans les couples mixtes? Écoutez, je n'en connais en fait pas tellement dans mon travail. J'en connais dans ma vie personnelle. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Je crois que ça ajoute parfois des difficultés supplémentaires, à moins que tous les deux se soient vraiment assimilés à la culture dans laquelle ils vivent. Si c'est donc par exemple une Française qui vit ici, si elle s'est bien assimilée, si elle est arrivée à trouver une vie qui lui plaît, un métier, des amis, etc., en général, ça peut durer? Oui, ça peut durer. D'accord. Donc, parce qu'il y a tellement...
moi, j'ai rencontré beaucoup de couples mixtes parce que mes enfants allaient dans une école franco-américaine et donc 70% étaient des couples mixtes. donc, je pense, de toute façon, avec l'évolution des gens qui voyagent beaucoup, les couples mixtes, c'est quelque chose de tout à fait très courant. Enfin, les gens se marient d'un pays vers l'autre et donc il y a un mélange extraordinaire. Mais je pensais, en tant que Française, si vous avez pu voir quels sont les problèmes en général que les Français ont avec les couples